RCN. Le son de la différence. L'écho d'Afrique sur RCN. Aïe, 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 aïe. L'écho d'Afrique sur RCN, nous sommes encore de retour. C'est Roméo et Coco sur l'antenne encore. À Roméo, votre service. comment tu vas? Ça va et toi? Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est de retour sur notre fidèle émission hebdomadaire, l'écho d'Afrique. Toujours souriant, dans la bonne humeur, en ces beaux temps, même si aujourd'hui il pleut un peu, je sais pas pourquoi, mais en ces beaux temps, l'été qui approche. Et on vous remercie pour votre fidélité à nous écouter chaque semaine sur la radio RCN. Aujourd'hui, Coco, un nouvel invité. Des prestiges, comme d'habitude. Ah, je t'ai dit que je t'ai déniché un jeune dynamique plein d'énergie. Comment tu vas, Nathanaël? Bonjour à tous, je vais très très bien et ça fait vraiment plaisir d'être vraiment au milieu de vous aujourd'hui. Donc je tiens rapidement à remercier la RCN pour cette belle invitation, pour cette émission autour de l'Afrique. Un grand merci. On reviendra sur tout ça, t'inquiète. L'Afrique, c'est un grand sujet qui nous intéresse tous ici. Donc, je me tourne encore vers nos auditeurs. Bonjour à nos auditrices et auditeurs. Vraiment, nous sommes déjà très contents de vous retrouver, toujours fidèles à cette émission. N'hésitez pas de partager les liens que nous avons déjà sur nos réseaux sociaux, les vidéos sur YouTube que nous avons fait des différentes émissions de passé. Nous avons vraiment envie que ça continue, que notre public puisse s'accroître, afin que toutes les informations et les connaissances que nous partageons ici ne restent pas que chez vous, mais que ça soit partagé le maximum possible. Donc, encore merci à vous de nous suivre à chaque fois que vous pouvez. N'hésitez pas de nous remonter les petites erreurs que nous faisons, les petites améliorations que vous pensez qu'on peut mettre en place pour pouvoir encore aller plus loin dans cette émission. Nous nous ferons plaisir de les prendre en compte. Parce qu'on n'est pas parfait. Ah bah oui. Mais on essaye quand même de vous proposer un contenu de qualité. On se débrouille pas mal. On ne s'apprécie pas en même temps en dansant, mais je pense quand même qu'on se débrouille pas mal. Je pense qu'on est très bien. Mais... Donc, ceci étant dit, on va justement laisser la parole à notre invité pour qu'il nous fasse une... je dirais pas brève présentation, parce que la présentation que j'aimerais que notre invité nous fasse, il faudrait déjà que ça soit un peu le canevas de notre émission. Tu vois. Donc, c'est une présentation qui va en même temps être... pour nous faire découvrir la personne, mais va planter le décor même d'un parcours, on va dire, de tout étudiant qui quitte son pays, qui vient dans un pays développé pour acquérir des compétences et qui aimerait, bien sûr, retourner chez lui pour pouvoir construire un avenir meilleur, déjà pour son pays, mais aussi pour son entourage familial, parce qu'on a laissé nos parents, nos amis, nos petits cousins, cousines. Et ça, tout ça, c'est forcément quelque chose que, on va dire... Combien d'Africains qui nous écoutent aujourd'hui se retrouvent dans ce parcours? Moi-même, en premier, qui vous parle. Donc, voilà, j'aimerais bien que tu prennes ton temps de te présenter, de nous dire comment ça a commencé, pourquoi la France, et finalement, pourquoi retourner éventuellement chez toi? Enfin, un jour, est-ce que vraiment c'est parce qu'il y a des opportunités là-bas? Une présentation qui va nous permettre finalement, après, de rentrer dans les détails, mais tu as tout le temps. Y a pas... Tu peux te présenter pendant 15 minutes, il n'y a pas de souci. On veut connaître tout sur Nathanaël. Donc, je te laisse te représenter, dire ton nom, ton prénom, ton âge, tout. On veut tout savoir. Super. Donc, rebonjour à nos invités. Donc, moi, c'est Cody Nathanaël. Donc là, présentement, j'ai 23 ans, né en 2002. Je suis originaire de Côte d'Ivoire. Champion d'Afrique, pour précision. Il faut le rappeler. On a un champion. J'avoue, c'est comme une particularité. Voilà. Donc, je suis né en Côte d'Ivoire, plus précisément à Yopougon. D'accord. Donc, j'ai fait en fait mes études de lycée dans un collège qui s'appelle... D'abord, mes études au collège, dans un collège qui s'appelle le Collège Saint-Jean-Bosco, pendant 3 années. Oui. Et après ça, en fait, je suis directement allé dans ce qu'on appelle le lycée scientifique de Yamoussoukro. Une petite précision, en fait, c'est en fait le lycée par excellence de toute la Côte d'Ivoire. Oui. Donc, j'ai pu accéder, grâce à mes résultats, à ce qu'on appelle l'examen du BEPC. Donc, une fois arrivé dans ce lycée, premier constat, c'est que c'était vraiment la concurrence. C'était la concurrence. Là, en fait, tu as des élèves qui viennent de partout de la Côte d'Ivoire, d'horizons divers, et qui avaient un seul objectif, c'était d'avoir de très bons résultats, dans le but de décrocher de meilleurs résultats au baccalauréat
et pourquoi pas espérer aller dans un autre pays à l'étranger. Ouais. Donc j'arrive dans ce contexte-là, honnêtement, c'était pas si simple. Fallait s'adapter parce qu'il y avait de la concurrence qui était souvent qui pouvait booster, mais qui souvent aussi pouvait décourager. Donc dans ce contexte-là, en fait, moi j'avais un objectif bien précis. C'est qu'en discutant avec d'autres aînés qui sont passés par là, en fait, j'ai pu comprendre qu'on pouvait en fait bénéficier de formations assez excellentes à l'étranger, et plus précisément en France. Donc, ça fait que dès la seconde, la première et la terminale, je commence déjà à faire des recherches sur comment est-ce que je peux en fait m'orienter vers des écoles assez excellentes en dehors de la Côte d'Ivoire, parce qu'en ce temps-là, on n'a pas d'opportunité assez précise en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux juste nous recadrer un peu quand tu dis tu rentres au lycée en quelle année ? Là, je rentre au lycée, waouh, c'est pas très loin, je pense, autour de... Parce que 2019, c'est le bac, donc 3 ans en arrière, on est autour des 2016, disons. 2016 déjà ? Ah oui, quand même. Tu étais en train de te projeter. C'est ça. Et j'avoue, c'est vraiment l'une de mes particularités, loin de me vanter, mais déjà, en fait, en seconde, j'avais l'idée claire de quelle école est-ce que je voulais faire en France. Et je peux déjà vous donner le nom, c'est l'école polytechnique, donc aujourd'hui qui est l'IX, qui est la première école d'ingénieurs ici en France. Ouais. Donc dès la seconde, j'avais cet objectif qui était déjà très clair. Okay. Et je me rappelle au passage d'une histoire, c'est que lorsque j'arrive au lycée en question, en fait, il y a un événement où les professeurs de l'école polytechnique arrivent à Yamoussoukro pour présenter l'école. Donc, je me rends effectivement à cet événement-là. Donc, ils ont l'occasion de nous présenter rapidement quelles sont les formations qui sont dispensées. C'était très bien. Et à la fin, ils posent une question sur quelle est l'année de création de l'école polytechnique. Et moi, je me rappelle, avant d'entrer dans la conférence, j'ai pris le temps de checker rapidement. Et quand on pose la question, je réponds. Et j'ai eu un cadeau, c'était un stylo qui était magnifique. Il y avait dessus gravé X, école polytechnique. Et ce stylo-là, je l'ai gardé pendant 5 ans jusqu'à ce que j'ai les examens de l'école polytechnique en Côte d'Ivoire. Wow. Donc, c'est la petite histoire au passage. Voilà. Quel plaisir de pouvoir te voir en train de te déterminer déjà dès le départ. Parce que moi, il faut rappeler aussi pour nos auditeurs que Nathanaël côtoie un peu Éco-Attitude depuis une paire d'années. Et d'ailleurs, il est rentré aussi par un concours que nous avons lancé. Et ce qui est intéressant dans ce que tu viens de nous dire jusque-là, et là, j'ai déjà hâte de savoir le reste. Je ne sais pas si tu es aussi excité. Mais en fait, moi, il y a un truc dans son parcours. Oui, le stylo de 5 ans, là. Je te dis que il est quelqu'un vraiment, en fait, comme ça. Ouais. Il a une ambition, il a une vision. Et surtout, il se donne les moyens d'atteindre justement cette vision et cette ambition. C'est pas juste je rêve et puis je laisse, je croise. Non, c'est-à-dire il met des choses en place à petite échelle pour atteindre un grand objectif. Et donc du coup, ça fait qu'on a un point en commun où on rêve grand. Et comme dira Soprano, ou c'est Black M, je ne sais plus, l'un des deux qui dit que la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. C'est ça. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça, oui. Et vraiment, déjà, je suis très intéressé par cette rage que tu as de pouvoir justement te battre. Et c'est ça qui va nous amener finalement même à ce que j'aille te dénicher comme invité sur cette radio, parce que tu vois déjà qu'il y a plein d'étudiants. Mais pourquoi, enfin plein de jeunes qui viennent diplômés, qui travaillent. Mais pourquoi lui ? Parce que je sentais déjà que cette énergie-là, justement, en toi, pouvait donner, dans une émission radio, quelque chose de très, on va dire, enrichissant de par l'émission elle-même, mais aussi de transmettre comme on a toujours voulu. Je plante le décor tout de suite ici. Nous, notre émission, on voudrait qu'à la fin, les auditeurs se disent « Ah, cette émission, grâce à cette émission, j'ai appris quelque chose. » C'est ça. Donc, je vais tout de suite te demander de nous donner finalement la fameuse année de création de Polytechnique pour que nous tous, nous puissions le savoir. C'est ça. Tu l'as plus en tête? Non, en fait, c'est pas que je l'ai plus en tête. Je l'ai complètement oublié. Donc, vraiment désolé. Déception. Désolé, mais... Il va se rattraper. Je me rattrape pour la suite. Avant même la fin de l'émission, on donnera la réponse. C'est ça, ok. Et donc, je pense qu'on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir savoir quelle est l'année de création de l'école Polytech. Parce que l'IA aujourd'hui, là où nous l'avons poussé en tant qu'humain, je veux dire en 2016, reconnaissons-le, c'était pas pareil. Voilà, c'était pas pareil. D'où je reconnais encore la
recherche qu'il a dû aller faire. Il fallait vraiment aller dans Google ou C'est ça, vraiment, ou dans justement. un moteur de recherche, chercher vraiment l'année de... Et le garder, parce que tu ne savais pas que la question pouvait être justement, j'avais posée. aucune assurance Et donc, qui pose la question, donc justement, il fallait Tout de vraiment suite, vouloir. En fait, ouais. c'est ça. Et comme on dit, on va dire, il y a toujours une phrase qui me frappe. On dit, c'est celui qui prend un parapluie pour aller dans un désert, qui prouve qu'il a la foi, et non celui qui voit l'orage. C'est ça. Et je Ouais. connais très bien Et cette moi- histoire en plus. Et c'est un truc de fou, quoi. Je te laisse, du coup. Ça marche, merci. continuer. Donc, justement, histoire de récapituler un peu. Donc, finalement, je fais mes 3 années de lycée. Tout se passe très bien. Et en fait, ça se termine finalement par l'examen du baccalauréat. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'en ce temps-là, pour venir à l'école polytechnique, il fallait en fait obtenir une bourse. Et cette bourse-là, en gros, elle pouvait être obtenue si jamais tu avais d'excellents résultats à l'examen du baccalauréat. Donc, justement, je me donne les moyens pour pouvoir travailler par rapport à ça. Et l'examen du baccalauréat arrive, je termine avec de très bons résultats, j'obtiens une mention très bien. Lorsqu'on fait le classement au niveau national, je suis dans le top 5. Donc, une très bonne nouvelle. Attention, Et- attention. On a quelqu'un d'important ici avec nous. Attention. Je te l'avais dit, Roméo. Je te l'avais dit qu'on a un jeune qui est bourré d'énergie. On te parle des top 5 des meilleurs Attention. Hein. de la promo de notre jeune frère, tu vois. Donc, ça te plante quand même le décor. Ouais. Respect, mon frère. Merci beaucoup. Respect. Merci, c'est gentil. Donc, justement, top 5 et juste mention spéciale à la filière mathématiques où je reçois avec une note de 19 sur 20. C'était vraiment waouh. Donc, tout se passe très bien et j'obtiens directement ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire la bourse présidentielle. Donc, Ouais. en fait, la bourse présidentielle, c'est un certain montant qui permet aux étudiants de venir étudier en France et en fait de pouvoir financer leurs études, en fait. Donc, j'obtiens cette bourse-là, mais je ne décide pas sur le coup de venir en France. Donc, dans un Donc, premier là, on temps, récapitule toujours. On est en quelle année? là, on est en 2019. maintenant. 2019. En 2019. Donc, 2019, après le bac, je décide en fait de m'inscrire en classe préparatoire pour les grandes écoles d'ingénieurs. Et donc, en Côte d'Ivoire, on a en fait une classe préparatoire au sein du lycée français Blaise Pascal. Donc, je m'inscris dans cette école pour faire les classes préparatoires pendant 2 ans. Donc, c'est vraiment 2 années pour préparer à fond les concours pour venir en France. Parce que justement, dès le début, j'avais cette envie-là de pouvoir entrer dans une école française de renommée, en fait. Donc, les classes préparatoires se passent aussi très bien. Un autre contexte, c'est que, pareil, on a de la compétition, il y a du travail avec ardeur, justement, parce qu'en classe préparatoire, les horaires, c'est 8h, 20h, voire 22h. Donc, il faut vraiment se donner les moyens pour pouvoir arriver au bout de ces résultats. Et finalement, au bout de ça, je passe les examens pour le concours d'entrée en France. Déjà, je décroche. Combien d'années, du coup? Là, après, maintenant, en 2021, donc 2 ans plus tard. 2 ans plus Donc, on tard. est vraiment à l'étape des examens. Donc, je décroche plusieurs écoles, Ouais. à savoir l'ENSIMA, qui est une école de mathématiques appliquées à Grenoble, donc en France. Ouais. Je décroche aussi l'école des mines de Nancy, Ah. donc ici à Nancy. Et au niveau de l'école polytechnique, malheureusement, je suis admissible, même pas admis finalement. Et je pense que c'était lié en fait à l'examen d'oral où je n'ai pas été assez pertinent. Donc, voici comment est-ce que je me retrouve en 2021 à faire un choix. Ouais. Donc, j'ai 2 écoles devant moi, à savoir l'école des mines de Nancy, l'ENSIMA, qu'il faudra faire un choix finalement sur quelle école. Et moi, honnêtement, pour être clair, c'est que j'aimais vraiment les mathématiques. J'aimais vraiment les mathématiques. Et en plus de ça, j'avais un souhait de pouvoir avoir un diplôme d'ingénieur assez généraliste. Ouais. Donc, voici pourquoi je me tourne finalement vers l'école des mines de Nancy. Ouais. D'où ma présence à Nancy Ouais. pendant mes 3 années d'école d'ingénieur. Voilà. Ah, on est à la fin là. On C'est est ça. arrivé. On est arrivé. Waouh. Très beau parcours en tout cas. Wow. Merci, merci. C'est- On va te laisser Et respirer. ouais, là, on l'a fait parler là. Eh oui, eh oui. Je pense que, Je pense que c'est la plus le temps grande- de digérer un Ouais. peu toutes ces C'est ça. informations. On vous a proposé donc du coup une pause. Oui, on va faire Musical. une pause. Mais quand même, c'est un très très grand parcours. Moi, je Ah trouve oui, que c'est un parcours. c'est dommage qu'il n'ait pas fini finalement à l'école qu'il voulait, mais quand même, c'est un parcours à applaudir quand même. Parce que... On reviendra là-dessus. Oui, parce que- On va le laisser. Moi, il m'a mis souffler un dedans. peu. Ouais. Moi, il m'a mis dedans. Comme d'habitude, on va choisir une musique choisie par notre invité qui m'a conseillé de mettre Roselyne Layo, chanteuse ivoirienne de son pays, compositrice, interprète, et dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. On écoute un son sorti en 2024, Oui. chanté en bété, en yokuba et en français. C'est ça. On écoute Plus haut. RCN, l'écho d'Afrique.
Aïe, 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 l'écho d'Afrique sur RCN. Toujours, hein. Toujours en compagnie de mon fidèle acolyte Coco et avec notre très très grand invité Nathanaël Cody qui nous a introduit sur sa... Bon, l'introduction... Une belle introduction. Une très très grande introduction, oui, sur son parcours, mais qui nous remet dans le thème, si vous ne l'avez pas compris, mais je pense que vous l'avez compris, on est sur le retour des étudiants en Afrique, de la diaspora en Afrique, et lui, je pense que c'est un très très grand exemple, et il va, au fil du temps, il va vous expliquer pourquoi il y va ou pourquoi il ne retourne pas dans son pays. Mais bon, je te laisse continuer. Oui, aujourd'hui, effectivement, le thème, c'est de parler de tous ces jeunes, on va dire, là, on a parlé des Africains, mais ça aurait pu être... Oui, ça pourrait être n'importe qui. N'importe quelle nationalité. Enfin, il y a plein d'autres nationalités qui viennent de tous les continents, qui viennent faire des études dans un autre pays et qui retournent chez eux. Et donc, l'idée, c'est de voir pourquoi est-ce que cette tendance-là est beaucoup plus présente aujourd'hui, en tout cas dans notre génération-là, où limite, en fait, c'est tellement clair dans notre tête quand on arrive ici. C'est un projet. Que, voilà, que c'est un projet de retourner. Je ne mens pas quand je dis que quand on vient en France, on dit à papa et maman, maman, je reviendrai pour travailler, t'inquiète pas. Exactement. Alors qu'avant, c'était genre, j'y vais et je vous fais venir. Et oui, donc, j'y vais ou je fais venir. Tout le monde perd part oui, du j'y vais, je travaille et je vous envoie des besoins, etc. Exactement. Voilà. Mais jamais vraiment, c'est clair que la personne doit retourner forcément. Bon, retourner peut-être, mais pour eux, dans le temps, c'était clair qu'ils finissent jusqu'à la retraite et ils retournent peut-être, c'est juste pour se poser. Ouais, alors que nous, aujourd'hui, même en étant jeunes, on a envie de retourner et de donner justement de notre temps et de notre énergie à l'Afrique pour qu'elle puisse grandir, le voir construire, on va dire, contribuer à cette construction de l'Afrique de demain. Il y a vraiment eu un changement de mentalité. Qui est toujours d'ailleurs en cours. Hein. Et donc, on était sur la fin de ta présentation que nous avons voulu arrêter au niveau donc, de ton choix de rentrer à l'école des mines. Et comme ça, tu pourras rebondir sur la fin de ta présentation, de ton travail, ce que tu fais. Et donc, du coup, répondre à notre première question qui serait de savoir pourquoi est-ce que finalement, aujourd'hui, les jeunes diplômés comme toi font le choix, au lieu de retourner directement, enfin, au lieu de non seulement rester, mais dire que je vais rester toute ma vie en France, mais soit des fois, on fait le choix de retourner directement après le diplôme, ou bien on est en tout cas très clair dans notre tête de gagner quelques compétences, ce qui nous sera donc notre cas ici en France, et puis après, d'utiliser ces compétences-là au bon développement de notre continent. Tu peux justement reprendre tout simplement ta présentation. Ok, ça marche. Donc, une fois entré à l'école des mines de Nancy, en fait, la première année, c'est d'abord une année de généraliste. En fait, vous voyez plein de matières. Et en fait, à partir de la deuxième année, c'est là en fait que commence la spécialisation. Donc, ça veut dire là, en fait, en gros, il faut vraiment se spécialiser dans une matière qu'on aura choisie au préalable. Et moi, en fait, déjà, dès le lycée, j'avais un amour fou pour les mathématiques. Donc, sans hésiter, en fait, je m'oriente dans ce qu'on appelle le département mathématiques de l'école des mines de Nancy. Et une fois dans le département de mathématiques de l'école des mines de Nancy, il faut savoir, en fait, à quelle activité, finalement, il faut appliquer ces mathématiques-là. Sinon, ça n'a pas de sens, en fait. Et moi, en gros, j'étais vraiment à un carrefour, disons, où il fallait choisir des mathématiques appliquées aux finances ou des mathématiques appliquées à la data. Donc, demain, des exemples de métiers, c'est par exemple data analyst, data scientist, par exemple. Oui. Et des mathématiques appliquées à la finance, c'est vraiment des métiers du consulting, c'est vraiment des métiers dans des banques d'investissement, des trucs comme ça. Et en fait, ce qui fait que je me décide, c'est que je me rends compte que l'une des problématiques aujourd'hui de l'Afrique, c'est qu'on n'a pas cette éducation en termes de finance. Quand je dis finance, c'est vraiment de façon générale. Et je me suis dit, pourquoi pas développer de l'expertise sur ce type de sujet qui, finalement, pourront être utiles à d'autres générations. Donc, voici comment je fais le choix dans le département mathématiques appliquées aux finances. Oui. Donc, que je fais pendant ma deuxième et ma troisième année à l'école des mines de Nancy. Donc, je sors diplômé en ayant, en fait, justement, un diplôme en mathématiques appliquées en finance. Et juste après ça, donc là, on est vraiment en fin 2024. Donc septembre 2024, c'est ça. Récemment. Très récent. C'est vraiment très récent. Oui. Donc je suis diplômé officiellement en septembre 2024 de l'école des mines de Nancy. Et juste après ça, je décroche un emploi dans l'entreprise où j'ai fait en fait mon stage de fin d'études. Oui. Donc l'entreprise en question, c'est Murex. Donc Murex, c'est quoi? C'est juste un éditeur de logiciels pour le trading. Ça veut dire que Murex, en gros, aujourd'hui, a développé une plateforme
qu'elle va vendre à des banques comme la Société Générale, la BNP, qui vont finalement utiliser ce logiciel-là dans leur activité quotidienne. Donc, moi, aujourd'hui, j'occupe un poste de consultant trading sur tout ce qui est paire de devises. Donc, ça correspond à l'euro USD, des trucs comme ça. Et je suis appelé, en fait, à faire du support et à faire du conseil auprès de tous nos clients. Donc, voici un peu globalement comment est-ce que je fais le choix de filière. Et voici aujourd'hui un peu le statut auquel je suis présentement. Le grand statut. Très grand statut. Attention. À 23 ans. À 23 ans seulement. Chapeau, encore une fois, tous mes respects, franchement, parce que ton parcours... Son parcours, il est incroyable. En fait, il est incroyable. Il est juste scotchant et ça force le respect. Oui, ça force le respect. Là vraiment, respect. Effectivement, quand on parle en plus de mathématiques, on sait très bien que pour ceux qui déjà détestent la matière, quand on parle de la maths, déjà je suis dedans à l'école primaire ou au collège, ils sont déjà pas très intéressants. Pour moi qui suis un ingénieur, je peux dire, et qui aime aussi les maths, mais ça, chacun reconnaît ses limites, j'ai envie de dire. Je veux dire, j'adore les maths, mais je n'aurais pas pu éventuellement peut-être pousser le niveau de mon amour pour la mathématique à ce point-là, aller jusqu'à faire effectivement quelque chose vraiment dans la mathématique appliquée aux finances spécifiques, c'est tellement pointu que pour nos auditeurs, je pense que vous vous rendez compte quand même, pour ceux qui peut-être de près ou de loin connaissent un peu le domaine de la mathématique, vous vous rendez compte quand même que ce ne sont pas non plus des briques et braques, c'est-à-dire qu'il faut avoir les codes solides, une base assez bien ancrée dans le domaine pour déjà ne serait-ce que comprendre le cours en classe et derrière maintenant aller passer les examens. Ce n'est pas du coup du coco, comme on dit. Et voilà pourquoi nous permettons de prendre quand même ce temps pour saluer ton parcours qui force encore une fois de l'admiration et l'excellence que peut incarner cette jeune génération qui malheureusement, on en parlait tout récemment, les nés en 2002 aujourd'hui ne donnent pas forcément cette image-là d'une manière générale et tu sors du lot. Et moi qui suis né en 89, moi quand je vois ton parcours, je me dis ah, ça fait plaisir de savoir qu'il y a encore des jeunes frères qui sont avec cette détermination-là que moi j'incarne, que certains aînés avant moi ont incarné, et que du coup on peut espérer encore, même en 2025, aujourd'hui il y a des enfants qui soient peut-être demain dotés de cette rage, de cette intelligence et cette capacité à aller plus loin dans les études pointues comme ce que tu as fait. Alors, la question c'est de savoir pourquoi finalement, avec tout ce que tu nous viens de décrire, j'imagine que là, t'es bien parti pour t'installer en France. Oui, je pense que là... Être appelé dans des grosses boîtes je pense que là, et oublier l'Afrique, j'ai envie de dire, loin derrière, avec tout ce qu'on connaît comme réalité. Hein. On va pas se cacher les réalités, enfin, on va pas se voiler les choses. On sait très bien qu'aujourd'hui, la difficulté pour des personnes de la diaspora à retourner en Afrique, c'est que malheureusement, on te le dit clairement que le SMIC en Afrique n'est pas le SMIC en France. Et donc, du coup, se pose déjà une grosse différence. Donc, se pose déjà un problème de salaire, un problème de niveau de vie que tu pourras peut-être effectivement te permettre ici, mais pas en Afrique. Alors, mais malgré tout ça, on revient sur le fait que les jeunes générations aujourd'hui sont déterminées à retourner, quitte à même être dans cette situation de difficultés financières, mais au moins de se sentir appartenir à quelque chose de collectif et de dire on apporte notre pierre à l'édifice. Pourquoi tu penses que toi, à ton niveau, qu'est-ce qui pousse ces jeunes diplômés à revenir en Afrique aujourd'hui et alors beaucoup partaient justement à ne jamais revenir il y a de cela 20 ans? Ok. Non, mais je suis tout à fait d'accord, justement. En fait, quand on prend du recul, on se rend compte que aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de jeunes diplômés en fait, qui n'ont plus cette envie-là de pouvoir retourner au pays. Mais je pense que durant en fait, la dernière décennie, le paysage en fait, finalement, a finalement changé. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de facteurs aujourd'hui qui peuvent en fait inciter les jeunes diplômés finalement à pouvoir retourner en Afrique dans le but de développer l'Afrique. Le premier facteur d'abord, c'est le fait qu'il y a des opportunités économiques qui sont en expansion présentement. Donc aujourd'hui, on peut se rendre compte que dans différents domaines, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit en finance ou en technologie, aujourd'hui en Afrique, on a finalement des pôles qui sont en train de prendre de la valeur et on a finalement des conditions de vie qui sont en train de changer.
Et au-delà de ça, en fait, on peut aussi remarquer qu'il y a eu en fait ce changement de mentalité dont on parlait tout de suite. C'est qu'avant, le constat était que lorsqu'une personne vient en Afrique, c'était considéré comme un échec de retourner quelques années après, lorsqu'on finit les études. Mais aujourd'hui, il y a eu ce changement de mentalité, là où on se dit, c'est finalement un sentiment de fierté, de se dire, je retourne au pays pour finalement parler et au final aider les personnes en fonction de ce que j'ai eu à apprendre durant toutes mes années. Donc je pense que c'est ce changement de mentalité-là, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent, certes, j'ai fini mes études, les conditions aujourd'hui ici en France sont peut-être agréables, mais j'ai bien envie de retourner chez moi pour apporter ma pierre à l'édifice. Donc il y a ce sentiment d'appartenance qui fait qu'on a envie d'apporter notre contribution aussi à cet édifice qui est en train d'être construit petit à petit. Mais en rebondissant sur ça, pardon, comme tu l'as dit, comme Coco l'a dit aussi, il y a 20 ans, c'était différent. Aujourd'hui, c'est différent. Est-ce que tu penses que ce phénomène-là, c'est une tendance durable ou tu penses que c'est passager? Parce que peut-être aussi que dans 20 ans, ça va changer. Est-ce que tu penses vraiment que c'est une mentalité qui va durer sur la durée, ou bien tu penses que vraiment, il y a quand même possibilité qu'il y ait une modification quand même? Parce Moi, qu'il y a 20 ans, ça a changé. je pense honnêtement que c'est une mentalité qui va durer sur le long terme. Ouais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, les États africains sont en train de se donner les moyens pour que ça dure. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de pays africains qui ont déjà commencé à mettre en place certaines pratiques dans le but d'encourager davantage les jeunes diplômés à retourner en Afrique, histoire d'apporter le pierre à l'édifice. Donc pour moi, ce n'est pas juste saisonnier. C'est vraiment sur de long terme. Et il faudra juste en fait que chacun se dise, et surtout nos politiques justement, de se donner les moyens, de se dire, on veut que nos étudiants, une fois qu'ils aient fini les études en Europe, viennent apporter leur pierre à l'édifice. Donc il y aura bien sûr une condition. La condition, c'est qu'il faudrait que les conditions de vie changent. Il faudrait qu'il y ait vraiment nos politiques en fait, qui se décident à pouvoir mettre en place certains avantages liés au retour. Je pense qu'il y aura plein de conditions à mettre en place pour qu'on ait vraiment cet effet sur le long terme. Justement. Oui, et pour rebondir sur ça justement, tu as parlé plus d'initiatives des pays. Est-ce que tu en connais quelques-unes? Est-ce qu'il y a une différence entre les pays pour justement cette mentalité-là? Est-ce qu'il y a des pays qui embrassent vraiment cette mentalité-là, qui veulent vraiment attirer la diaspora? Est-ce qu'il y a des pays qui le font moins? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à cette tendance-là? Je pense effectivement que d'un pays à un autre, il y a effectivement des différences. Pourquoi? Parce que prenons l'exemple d'un pays aujourd'hui comme le Ghana. Je me rappelle qu'il l'an dernier en fait, a mis en place ce qu'on appelle l'année du retour. Donc c'était en fait une sorte de stratégie de vulgarisation du retour des jeunes diplômés. Donc on se rend finalement compte que certains pays sont en train de mettre le pas et sont en train de mettre en place des stratégies de communication via les réseaux sociaux, via plein de plateformes pour motiver les étudiants à revenir. Un autre pays, par exemple, comme le Rwanda, qui a eu à faire des investissements, justement, pour que justement, les jeunes diplômés puissent revenir. Par contre, il y a d'autres pays qui font de moins en moins le pas. Je prends l'exemple du Congo, loin de dénigrer le Congo, mais je pense que c'est vraiment lié, en fait, à la situation politique du pays, le fait qu'il y ait des crises et tout. Ça, c'est vraiment un cas assez particulier. C'est un cas particulier. Et je sais aujourd'hui, par exemple, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui finalement devient un grand carrefour d'entrepreneuriat, et des villes comme Abidjan et Bouaké, qui sont aujourd'hui, qui accueillent des incubateurs, qui peuvent aider finalement les jeunes personnes à développer des projets. Donc, je pense effectivement que d'un pays à un autre, il y a vraiment des différences, et c'est vraiment lié, en fait, à comment est-ce que nos politiques décident d'investir ou pas, justement. Ça me fait penser effectivement à mon pays d'origine, le Togo, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous, on a basculé dans une nouvelle constitution, la 5e République, voilà, dans une nouvelle République, pardon. Donc, bien sûr, pour basculer dans une nouvelle République, on a dû changer la constitution et faire certains remaniements. Le pays est en paix, on va dire. Mais effectivement, il y a ce sentiment de ne pas, finalement, être en phase avec ce qui se passe avec le gouvernement, qui fait que certains ressortissants, par exemple, de la diaspora togolaise, se disent que si je rentre au pays et que finalement je ne suis pas encouragé, ou bien il y en a même qui ont fait le pas aveuglement, se sont lancés dedans, ils ont dit, allez,
quoi qu'il va en coûter, je vais y aller parce que tant que je ne serai pas parti, je n'aurai pas fait l'expérience et donc je ne saurai pas. Mais malheureusement, au bout d'une paire d'années, sont déçus parce que l'accueil ou l'encouragement ou le suivi, comme tu disais, n'a pas été au rendez-vous. Et donc, finalement, nous, en tout cas, on constate qu'il y a certains qui sont rentrés, ont fait des expériences et sont revenus parce que finalement, l'expérience n'a pas abouti. Et bon, après, c'est vraiment du cas par cas, comme il a dit, comme le Congo, on ne va pas etc. généraliser, Oui. mais du coup, si je prends par exemple ces exemples-là, ces petits cas, est-ce que c'est plus des choses qui vont, tu penses, sur le long terme, éventuellement influencer ceux qui, comme nous, des jeunes qui voudraient retourner, finalement freiner ou en tout cas mieux préparer notre retour? Ou bien, en fait, ça va être vraiment, à un moment donné, que ça soit une situation dans un pays politico-social ou économique qui n'est pas encore mise en place, il y aura toujours cette envie de la jeunesse à aller prendre les choses, les taureaux par les cornes, pour essayer de faire... Je donne l'exemple du Burkina. Ouais. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Burkina a été un pays dans lequel les conditions sont remplies pour rentrer, etc. Mais la mobilisation de la diaspora burkinabé derrière le président Ibrahim Traoré, mais c'est juste époustouflant parce qu'on a vu une mobilisation assez forte alors que finalement, le pays, on peut dire même encore que nul ne sait ce que l'avenir du Burkina serait. Il suffirait que, on ne le souhaite pas, il y a encore demain un coup d'État et qu'Ibrahim Traoré tombe, que tous ces investissements de ces jeunes de la diaspora puissent éventuellement être remis en cause. Mais ils y vont. Ils ont envie. Donc c'est pour te dire, en fait, est-ce que vraiment ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, indépendamment de ce qui pourrait être une situation politique dans un pays ou une terre fertile, on va dire, à un investissement, cette génération va transcender cela et continuera dans cette dynamique-là. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, je pense que là, en fait, tu mets le point sur un point assez important. Pourquoi? Parce que là, en gros, on est en train de dire qu'il ne faudrait pas que la jeune génération regarde juste aux conditions de vie qui sont améliorées dans son pays afin de décider si oui ou non je décide de retourner. C'est ça. Et c'est là, en fait, que c'est très important. Pourquoi? Parce que pour moi, le point le plus important que nous, en tant que génération, nous devons regarder, c'est d'abord le sentiment d'appartenance. C'est ça. Sentiment d'appartenance dans la mesure où il faudrait qu'il y ait un changement de mentalité et il faudrait qu'on se dise qu'il y ait les conditions, oui ou non, j'ai un sentiment d'appartenance vis-à-vis de ma nation et j'ai cette envie-là de pouvoir aider, de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. C'est ça. Et à partir de ce moment, quelles que soient les conditions politiques, quelles que soient les conditions économiques, c'est finalement les jeunes qui viendront faire le pas et finalement, ils ne seront pas influencés. C'est ça. Et je pense que si on arrive en fait à comprendre cela et qu'il y a eu ce changement de mentalité-là, il n'y aura rien qui pourra nous bloquer. Tu as pris un très bon exemple avec l'exemple des Burkinabés, où justement, quelles que soient les situations économiques et politiques, ils ne restent pas influencés. Et ils ont quand même ce sentiment d'appartenance derrière un homme politique. Mais on peut aller au-delà, parce qu'au-delà de l'homme politique, c'est d'abord la nation. Et c'est ça qui doit être regardé en premier. Au lieu d'attendre que le pays change pour toi, pourquoi toi ne pas changer le pays? C'est ça, en fait. Il faut vraiment être l'initiateur. Parce que j'avoue qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes aimeraient qu'il y ait toutes les conditions requises avant de faire le pas. Ils veulent juste entrer là, se faire beau et voilà. Mais non. La question, en fait, c'était pour qu'on puisse parler de ça. En fait, je voulais que nos auditeurs comprennent qu'il y a vraiment ce truc-là qui fait, et on va marquer une pause, on reviendra, et on va parler aussi du fait que est-ce que ce n'est pas aussi parce que les pays dans lesquels nous allons faire des études, aujourd'hui, il y a, il faut le dire, un racisme qui est en pleine montée et qui fait que ce sentiment d'appartenance se renforce en nous en se disant mais attends, je viens dans un pays où je paye des impôts, je fais tout pour être intégré, etc., etc. Mais on me voit comme si j'étais un étranger, quelqu'un qui n'a jamais... Et il y a même des gens qui ont la nationalité et qui sont toujours en train de subir du racisme. Donc finalement, on se dit, on n'est jamais mieux ailleurs que chez soi. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on puisse justement développer l'Afrique? Est-ce que ce n'est pas aussi le fait que il y a cette montée en puissance de des extrémistes dans plusieurs pays, que ce soit aux États-Unis ou ici en Europe, qui fait que
on est en fait à un carrefour finalement de se dire, mais on appartient à un seul continent, l'Afrique. Pourquoi on ne va pas le développer? Nous reviendrons tout à l'heure après la pause pour en évoquer. On va écouter un nouvel artiste recommandé par notre invité qui va nous expliquer pourquoi. D'ailleurs, tu as choisi Slimane. Slimane, c'est ça. En fait, la première chanson, c'était écrite par une Ivoirienne. J'avais envie de changer un petit peu, histoire d'apporter de la diversité. J'aime beaucoup Slimane, j'aime son timbre vocal, il a une très belle voix. Et en plus de ça, c'est aujourd'hui l'un des artistes assez connus en France. Donc pourquoi pas? Il a fait The Voice, il a représenté la France pour l'Eurovision, etc. Il a été 4e d'ailleurs, ce qui est une très très bonne place. On va écouter des milliers de Je t'aime. C'est ça. On parle d'amour. On parle d'amour. L'écho d'Afrique sur RCM. Aïe, 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 aïe. Nous sommes encore de retour sur l'Écho d'Afrique, cette émission sur la radio RCN qui nous permet aujourd'hui d'aborder le thème du retour des étudiants en Afrique, retour des étudiants africains de la diaspora, de toute façon, en général, que ça soit pour des enjeux stratégiques ou que ça soit pour surmonter des défis. Là, justement, ça m'emmène à te poser une question, Nathanaël, c'est de savoir, tu penses que ces diplômés formés à l'étranger peuvent vraiment être un atout stratégique pour l'Afrique? Et en quoi ils constituent cet atout? Super. En fait, première des choses à savoir, c'est que ces personnes formées à l'étranger ont eu la chance de pouvoir bénéficier de formations assez de grande renommée déjà. Donc oui, effectivement, les personnes formées à l'étranger aujourd'hui constituent un levier stratégique pour le développement de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a des étudiants qui sont formés dans divers domaines, que ce soit de la technologie, de l'intelligence artificielle, de la médecine. C'est souvent certaines notions qui ne sont pas très connues en Afrique. Donc déjà, en fait, c'est déjà un gros point qui apporte de la nouveauté. Un autre point aussi, c'est que les étudiants qui sont formés souvent à l'étranger ont cette faculté-là, en fait, cette facilité finalement à pouvoir initier de l'entrepreneuriat. Contrairement à beaucoup de personnes en Afrique aujourd'hui. Et finalement, en étant en Afrique, ils auront la possibilité de pouvoir initier des emplois, créer des emplois. Ils pourront former d'autres personnes, justement, dans tout ce qu'ils ont eu à apprendre, par exemple. Et le plus important pour moi, au-delà de tout ça, c'est que une fois de retour en Afrique, ils seront le pont entre l'Afrique et l'Europe, entre l'Afrique et les autres pays du monde, dans la mesure où, ayant étudié dans d'autres pays, ils ont cette culture-là, ils ont ce réseau. Ils ont ces partenariats-là qui pourront facilement initier. Même cette ouverture de mentalité. Justement, c'est ça. Donc, honnêtement, la diaspora, aujourd'hui, représente un grand levier stratégique pour le développement de l'Afrique. Dans ta réponse, justement, tu viens d'aborder la prochaine question, puisque j'allais te demander quel secteur bénéficie le plus de ce retour. Et justement, tu parlais de ces différents domaines tout à l'heure. Est-ce que tu penses, à ton avis, qu'il y a un secteur spécifique quand même qui sort du lot? Pour moi, le secteur qui sort vraiment, vraiment du lot, c'est vraiment le secteur de la technologie et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on peut se rendre compte de façon très, très simple que l'Europe, l'Amérique, par exemple, ont déjà une longue avance sur l'Afrique. Et aussi un autre point aussi important, un autre secteur qui est aussi, où on remarque cette grande différence, c'est le secteur de la finance. Donc, en particulier, ces deux domaines-là, pour moi, sont des domaines qui viennent, en fait, pour sortir du lot. Et des étudiants ayant des formations ou des spécialisations dans ce type de domaine-là pourront vraiment être d'une grande utilité pour le continent africain. Et donc, du coup, quand on t'entend parler, il y a la technologie. La technologie. C'est ça. Mais au-delà de ça, il y a une qui vient directement après ou vraiment la technologie est loin devant? La technologie en premier. Puisque du coup, la technologie, si je comprends, touche à tous les domaines. C'est ça. Bah oui. Donc c'est pour ça, en fait. Et justement, et finalement, tu vois, si on est très développé en technologie, on peut en fait mettre en place des outils qui vont faciliter l'agriculture, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, de nombreux pays en Afrique ont leur économie basée principalement sur de l'agriculture. Et on peut se rendre compte facilement qu'en France ou dans d'autres pays assez développés, on a ce mixte en fait entre technologie et agriculture qu'on n'a nous pas encore. Et moi, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui est le premier producteur de café-cacao au monde. Mais je vous dis que le prix du chocolat en Côte d'Ivoire, vous serez vraiment étonné. Pourquoi? Parce que ça coûte cher en Côte d'Ivoire. Et la raison principale est qu'on n'a pas la technologie pour pouvoir transformer la matière première. Donc, on vend la matière première aujourd'hui à des pays qui ont cette capacité technologique.
à bas prix, parce que c'est la matière première, elle ne coûte pas grand-chose. Eux, ils la transforment et nous la revendent cher. Donc ça veut dire aujourd'hui, voici un constat qui est très simple. Du fait qu'on n'a pas la technologie aujourd'hui, on a du mal finalement à mettre en valeur toutes les matières premières qu'on a chez nous. Je prends un exemple très simple. Moi, j'ai fait mon stage quand j'étais encore en Côte d'Ivoire dans une entreprise qui s'appelle Amdivore. C'est une entreprise de minerais. Donc, c'est une entreprise canadienne de base. Donc, ils viennent en Côte d'Ivoire dans une zone de l'Est de la Côte d'Ivoire qui est riche en minerais. Ils font de l'exploitation. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, on n'a pas d'entreprise qui se démarque ayant toute la technologie possible pour faire l'exploitation dans le détail, en fait. Et c'est vraiment, aujourd'hui, pour moi, un des domaines où l'Afrique a besoin davantage de se développer. Et on a besoin de qui ? On a besoin des étudiants ayant fait des études dans de tels domaines qui pourront effectivement avoir des postes de responsabilité et apporter encore une fois de plus le pierre à l'édifice. Et pour rebondir sur ça, tu penses que justement ce retour des Africains chez eux, ça peut diminuer cette dépendance qu'on a quand même aux experts étrangers? Parce que tu sais très bien que bien, par exemple, que la tendance où quand un expert étranger vient en Afrique, ça coûte cher déjà. Ça coûte cher déjà. Il sera même peut-être payé plus qu'un simple Africain qui a même le même poste que lui. Hein. Mais parce qu'il vient de l'étranger, on le paye un peu plus. Et lui-même, il exige un peu plus. Est-ce que tu penses que ça justement, ça peut... Pour moi, c'est l'objectif. L'objectif, en fait, c'est vraiment de diminuer davantage, en fait, cette dépendance vis-à-vis de l'expert étranger. Parce que finalement, l'expertise sera détenue par qui ? Sera détenue par des personnes qui vivent déjà sur le territoire. Et pour moi, c'est très important. Et après, en fait, au-delà de tout ça, on peut justement développer des partenariats. C'est important. La preuve en est, on ne peut pas se développer seul. On peut développer des partenariats, mais on sait qu'on a le potentiel, on a les personnes disponibles sur place pour pouvoir en fait développer ces partenariats-là sans toutefois développer de la dépendance. En fait. Ouais. Maintenant, là, on était sur une dynamique où possibilité de retourner dans le pays. Possibilité. Maintenant, prenons la dynamique où on est retourné dans le pays. On est de retour là-bas. Quels sont les défis ? Parce que c'est pas tout beau tout rose, on ne retourne pas avec un nouveau diplôme et voilà, ça y est, on a le travail et c'est fou. Quels sont les défis auxquels peut-être un étudiant étranger qui revient dans son pays rencontre là-bas directement ? Très bonne question, honnêtement, très bonne question. Pour moi, le premier défi qu'on rencontre généralement, c'est souvent la paperasse de la bureaucratie. Ça veut dire, j'arrive en Côte d'Ivoire, ça fait très longtemps que je n'étais pas en Côte d'Ivoire, où j'étais par exemple au Togo, dans plein d'autres pays. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a d'abord ce choc culturel, là, parce qu'on a vécu pendant 3, 4, 5, voire 10 années dans un autre pays. On s'est adapté à un certain mode de vie. C'est ça. Le premier choc, c'est le choc culturel. Ouais. Et un autre point aussi, c'est qu'on a en fait la reconnaissance du diplôme ou de la formation. Ouais. Je pense qu'on en a parlé rapidement. C'est qu'une fois arrivé dans ton pays en fait, d'origine, il peut s'avérer que les personnes déjà présentes ne reconnaissent pas à la juste valeur, je précise bien à la juste valeur, la hauteur de ton diplôme finalement. Parce que eux, ils connaissent déjà comment ça se passe de façon locale. Ils n'ont pas trop l'idée de comment ça se passe à l'international. Donc, il faut arriver. Il peut s'avérer que ces personnes soient sous-estimées. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de personnes, une fois de retour dans leur pays d'origine, vont s'orienter vers de l'entrepreneuriat, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment cette sous-estimation de leur diplôme. Et il y a aussi un problème en fait, hiérarchique souvent où une fois arrivé, on a du mal à donner des postes de responsabilité parce qu'on se dit, il vient d'arriver, on n'a pas envie de le mettre directement sur un piédestal par rapport aux autres. Ça peut être des difficultés justement que des personnes rencontrent quand ils arrivent dans leur pays. Et ça, c'est dommage. Parce que c'est vraiment réel en vrai. Ça, c'est dommage parce que quand un étranger, un Français, on va dire, retourne en Afrique, lui, par contre, il a le poste. C'est ça. Lui, il a le poste directement. C'est ça qui est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et puis, au-delà de ce que vous venez de dire, il faut lâcher le mot. La corruption. La corruption. Enfin, on ne peut pas parler des difficultés qu'on rencontre quand on retourne en Afrique. Moi, déjà, c'est la corruption qui m'a fait partie. Il faut dire la vérité. Donc, c'est la corruption qui, aujourd'hui, aussi, en quelque sorte, me freine à repartir. Parce que je me dis, c'est quand même encore à un niveau où, c'est très compliqué. Et comme tu le dis, comment vous imaginez que ces entreprises dont tu viens de parler, qui sont justement très technologiques et très sophistiquées dans des pays développés, ce sont des Africains qui, comme par hasard, des fois sont même des responsables de ces entreprises-là, des grands directeurs, des grands managers. Et donc, du coup, ces personnes-là, tu les enlèves là-bas et tu leur dis, viens dans ton pays pour essayer de développer ces choses-là, mais ils vont le torpiller, ils vont lui mettre tous les bâtons dans les roues, mais sincèrement, ça n'encourage pas cette personne-là, parce que non seulement on peut comprendre, au niveau du pays, c'est parce que les personnes qui parlent avec lui ne comprennent même pas
le niveau de technologie dont on parle, parce qu'il faut se déplacer dans le pays développé pour voir ce qu'il fait de l'autre côté. Donc, du coup, quand il vient et dit non, mais j'ai besoin de tel million ou bien de tel milliard, on dirait qu'il sort des chiffres juste comme ça pour se mettre dans la poche. Et même si finalement il arrive à l'obtenir, bah, telle personne va dire bah, du coup, moi je veux 5%, l'autre il veut 10%. À la fin. Et on rentre dans la corruption. il n'a même pas les moyens pour pouvoir faire ce dont il a rêvé pour son pays. Donc, disons les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cette émission, si un de nos aînés est en train de nous écouter, nous avons besoin collectivement de baisser justement cette corruption dans nos pays pour que la méritocratie qui pourra s'installer nous permette de continuer à raviver cette flamme qui est déjà là en nous pour qu'on revienne construire nos pays. Et c'est pour ça que j'aime bien... Et justement, c'est dommage, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui retournent, des personnes ayant eu des diplômes à l'étranger et qui ont du mal à trouver juste un travail. Et ça, c'est vraiment une réalité. Et je pense que c'est dommage parce que finalement, il faut être dans des réseaux pour pouvoir en fait avoir certains types d'informations par rapport. Et ça, c'est pas normal. Et tu viens de lâcher le mot. Et je pense que on pouvait pas faire cette émission sans parler de ça. Je me rappelle que même ton invitation est partie sur un déclic parce qu'on était dans une voiture. Je raconte un peu l'anecdote. Hein. On était en voiture ensemble et il devait participer à une réunion en ligne. Et donc, du coup, dans la réunion, comme la réunion était connectée le haut-parleur, donc du coup, j'entendais ce qu'il disait. Et il parlait de quoi? C'était si je me rappelle, c'est l'alumni, les alumni qui donc viennent de son école et qui aujourd'hui sont en train de sortir et qui devraient être des mentors pour coacher justement les jeunes qui sont en train d'arriver. Et au-delà de ça, l'école justement leur permettait de voir quelles sont les opportunités directement en Afrique pour qu'ils puissent justement d'ici être déjà placé sur un poste avant même de revenir. C'est pas à toi de revenir, commencer encore à galérer. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais que tu puisses nous en dire un peu plus, malgré qu'on est pratiquement à la fin de notre émission, mais c'est capital pour moi que tu puisses développer un peu comment ça se passe déjà chez toi en Côte d'Ivoire pour que peut-être d'autres pays puissent en inspirer et pourquoi pas nous-mêmes de continuer justement ce travail-là. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait de la visibilité aujourd'hui sur les emplois qui sont proposés. Et ça, en fait, pour moi, je pense que c'est vraiment nos dirigeants qui doivent prendre les devants pour qu'il y ait davantage de visibilité sur quels sont les postes qui sont proposés. Parce que justement, comme tu le disais si bien, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment au travers de réseaux, au travers de contacts finalement, qu'on peut avoir l'information qu'il y a un poste là qui se libère. Et ça, pour moi, à partir du moment où on rentre dans ce genre de considération, on est vraiment en train de perdre un grand monde. Et aujourd'hui, l'avantage, c'est quoi? C'est que, je prends l'exemple justement de la Côte d'Ivoire, c'est que beaucoup de groupes d'alumni sont en train de se créer, d'abord liés à l'école, mais finalement qui se rassemblent entre écoles pour finalement développer un réseau beaucoup plus grand où tout le monde peut avoir la visibilité sur quelles sont les offres ou quelles sont les possibilités qui sont présentes justement pour ces personnes-là qui décident de rentrer. Et moi, j'ai bien aimé l'initiative aujourd'hui du ministère, je pense que c'était le ministère des Finances, je pense, de la Côte d'Ivoire, qui a décidé en fait de donner en fait un certain fonds d'investissement de façon officielle dans leur publication à tous les Ivoiriens qui aimeraient retourner en Côte d'Ivoire pour mener un projet. Donc, c'est une information qui est officielle. Tout le monde a cette information et c'est clair. Et il n'y a pas d'ambiguïté. Tu viens avec un projet bien clair. Le projet, il est étudié et derrière, on t'apporte les fonds. Et je pense que c'est davantage ce type d'initiative que nos différents États doivent prendre pour pouvoir davantage encourager les jeunes à retourner et ensuite développer en fait le pays. Ouais. Et c'est sur ces belles paroles. Ces belles paroles, vraiment, il faudrait parce qu'on n'a même pas pu éventuellement te poser. Il va revenir pour une deuxième fois. Voudrait, en fait, on le dit à chaque invité, mais ça va se faire, ça va se faire. Mais lui en particulier. Oui, mais lui en particulier. Merci beaucoup, Nathanaël, pour nous avoir beaucoup illuminé sur ce sujet. Est-ce que tu aurais un mot de fin? Oui, un mot de fin, un petit mot de motivation pour les jeunes qui veulent retourner en Afrique aussi. Justement, le mot de fin, c'est que nous devons nous rendre compte à quel point aujourd'hui, la diaspora est un levier stratégique pour le développement en Afrique. Et nous devons prendre la décision finalement d'avoir ce sentiment d'appartenance et de pouvoir rentrer chez nous pour pouvoir développer notre pays. Voilà.
Merci beaucoup, Nathanaël. Quel plaisir de Quel plaisir t'avoir de t'avoir eu. accueilli. C'était très intéressant. Très enrichissant. Très enrichissant. Et je à pense tous que nos auditeurs, oui. vraiment, merci. Restez connectés. Remontez les questions sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas. Ça nous ferait plaisir de pouvoir nous améliorer. Oui, merci à Je toi, te dis Coco. donc à la prochaine. À la prochaine. Et Merci, merci. Jean-Luc. Merci à tout À le bientôt. monde. On dit merci à Jean-Luc. RCN, www.rcn-radio.org